Hey there, David here. And I just want to let you know that if you've been wanting to help the podcast, now is the moment to do it. The nomination period for the People's Choice Podcast Awards has just opened, and you can now, by following the URL papaphd.com/nomination, you can go and nominate the podcast Beyond the Thesis in the education category and in the People's Choice category. It's fairly easy. You need to register on the platform to become a voter, and then you will contribute to getting the podcast once more, because last year you made it happen to get Beyond the Thesis with Papa PhD on the slate. And if we got on the People's Choice slate, that would be great too. This is a great occasion to show your appreciation for the show, to give me a little boost. And it's always a pleasure and it's always exciting to feel that you are out there. As a podcaster, we put the episodes into the world and it's more or less one way. This is a great moment to kind of reach out and say, hey, David, I'm here, I listen, and I really like what you do. I really like the content, and it has an impact on me and on my life. Maybe find a friend who would like the content shared on Beyond the Thesis. So someone in graduate school, someone who has just graduated and is trying to figure out their life and their career, get him to listen to an episode that you liked and tell them that if they do like it, that they can now, until the 31st of July, cast their vote and get Beyond the Thesis on the slate. Apart from that, I'm wishing you a great summer. So yeah, it's in your hands. papaphd.com/nomination. I'll leave the ball or the puck to you, and I'll see you on the other side. Cheers. Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD, le podcast hebdomadaire où on parle du rôle et de l'impact que les chercheurs peuvent avoir au-delà du labo. Avec moi, David Mendes. Aujourd'hui, de retour sur le podcast, j'ai avec moi Julie Lopez. Julie est docteur en microbiologie et après une expérience dans le privé et en entrepreneuriat, elle est aujourd'hui chargée d'accompagnement des PhD en recherche d'emploi chez RD2 Conseil. Julie, bienvenue sur Au-delà de la thèse. Très content de t'avoir ici avec moi encore une fois aujourd'hui. Je suis contente aussi. Toi-même, donc, tu es une PhD, tu as ton trajet, tu as ton histoire, et aujourd'hui, tu es dans une position d'accompagnement des PhD. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu le passage à ce nouveau chapitre à partir, si tu es capable, de reprendre à partir de où on était à notre dernière conversation et de nous dire comment tu t'es rendu à où tu es aujourd'hui. Et après, bien sûr, on va en parler un petit peu. Avec plaisir. Ouais, la dernière fois, donc on avait fait l'épisode ensemble. J'avais parlé aussi de la thèse d'ailleurs. C'était comme un moyen vraiment de se connaître. Parce que j'étais à mon compte, moi, j'ai fait donc ma thèse. Ensuite, je suis partie dans le privé et il y a eu la période Covid qui a fait qu'on s'est posé des questions. Je me suis posé des questions sur mon avenir et ce que vraiment j'aimais faire. Et c'est pour ça que je suis tombée dans l'entrepreneuriat. J'ai appris énormément de choses grâce à l'entrepreneuriat. J'ai accompagné pas mal d'étudiants et notamment aussi des docteurs et doctorants sur la poursuite de carrière, mais d'abord en faisant un travail plus de développement personnel, justement au service des projets professionnels. Et j'ai eu ce nouveau travail, cette fois-ci salarié, de nouveaux salariés, mais avec tous les avantages de l'entrepreneuriat parce que voilà, je suis en télétravail et je continue voilà à créer des programmes finalement. Donc grâce à l'entrepreneuriat, j'ai réussi à combiner tout mon savoir doctorat et aussi mon savoir en tant qu'entrepreneur, et ce qui fait que maintenant je combine les deux et je crée des accompagnements à la recherche d'emploi pour spécifiquement les PhD au sein d'RD2 Conseil, parce que c'est un cabinet de conseil en recrutement spécial PhD, donc ça s'accordait parfaitement finalement. Et donc, c'est ça, tu avais gravité vers ce projet en solo parce que tu savais et tu as ressenti aussi qu'il y avait un besoin du côté des PhD de se faire accompagner dans cette transition. Et clairement, maintenant, bon, tu es salarié, comme tu dis, dans ce job-là. Donc, ça veut dire que c'est comme une constante un peu de la réalité
des doctorants, doctorantes, cet influx de jeunes diplômés qui ont besoin d'être accompagnés, orientés dans cette transition. C'est quoi ta perception ou peut-être votre perception à RD2? Parce que si on monte une boîte qui est axée juste sur ça, ça veut dire qu'il y a un besoin constant et important. En fait, c'est Laurent Machelin, donc c'est le fondateur de RD2 Conseil, qui est parti d'un constat, donc qui a monté sa boîte depuis maintenant 10 ans, justement pour faire le lien entre ces profils à talent, les PhD, et les entreprises qui ont des besoins. Et en fait, au fur et à mesure des années, il s'est rendu compte, il a fait le constat en fait du manque de compétences au niveau des outils de communication, de la manière aussi de se présenter, de la part des docteurs, qui en fait les pénalisaient face à un recrutement possible, parce que il y a beaucoup d'a priori de la part des entreprises quand on parle de docteurs, de scientifiques, de chercheurs, chercheuses, et aussi des a priori de l'autre côté des chercheurs, chercheuses au niveau des entreprises. Et en fait, ce qui fait qu'il y a un problème de communication très fort, et ce qui empêche des opportunités de se créer, alors qu'en fait, les deux ont besoin des autres, quoi. Donc, on est parti de ce constat-là, et en fait, depuis quelques années, Laurent avait envie de créer justement une formation spécifique à destination des docteurs et docteureux, pour que justement ils apprennent ou elles apprennent à bien communiquer avec le bon jargon, les bonnes pratiques finalement, pour que même pour nous en tant que cabinet de recrutement, on ait envie de venir sélectionner ces profils-là pour les proposer aux entreprises. Et en fait, bah voilà, suite à une discussion en plus réseau, et comme donc plus tard je vais parler des différentes manières de se rendre visible, etc., et attractive, le réseau c'est hyper important. Et en fait, avec Laurent, on a collaboré grâce au réseau. Il me faisait je lui partageais mon expérience entrepreneuriale, et mon envie d'accompagner. Et lui, il avait cette idée depuis quelques années. Il a dit, bah jackpot, on y va, quoi, on se lance, pour que justement on réduise un peu cette méconnaissance des codes de communication, et qu'on propulse un peu les profils PhD. Oui. Et c'est ça, tu viens de mentionner les codes, et moi souvent c'est ça que, entre la façon que je l'exprime, c'est comme si on parle allemand et qu'on tombe dans un univers où tout le monde parle japonais, et donc là on pourrait travailler ensemble, mais il y a un mismatch, il y a un manque de connaissances et manque de capacité de communiquer efficacement. Et donc ça a tout plein de sens pour moi, ce que tu viens de décrire comme démarche entrepreneuriale de partir ce projet. Maintenant, visibilité et attractivité. C'est une thématique drôle parce que bon, on peut penser, on a notre diplôme, ben on est visible, on a quelque chose à montrer, mais clairement, si on va parler de ça, c'est parce que, eh bien, sortir d'un doctorat et avoir son diplôme doctoral, on est un peu transparent quand même. Et il y a des choses à changer pour se rendre visible à disons, à notre public cible, donc les gens qui vont potentiellement vouloir travailler avec nous ou nous donner de l'emploi. Et après, il y a la question une fois qu'on est visible, il y a encore la question de l'attractivité. Mais commençons par la visibilité. De ton expérience avec les gens avec qui tu as travaillé, ce serait quoi, comme, pour commencer, le grand premier défi ou le grand premier point mort dans les jeunes chercheurs qui les empêche ou qui leur donne un certain handicap en termes de visibilité dans le marché du travail en dehors du système académique? La première chose qui m'est venue, c'est LinkedIn, parce que en ce moment, en plus, je suis beaucoup sur LinkedIn, et je vois beaucoup de profils qui sont pas aboutis, et c'est dommage. Alors il y en a, ils sont hyper chouettes, hein. Voilà, Oui, il y oui, a oui. les deux évidemment, hein, mais je vois énormément de profils qui sont pas du tout aboutis, et pourtant LinkedIn c'est quand même the plateforme pour sa visibilité, son attractivité, mais d'abord sa visibilité, et à savoir que sur LinkedIn, il y a à peu près 500 000 entreprises qui ont une page LinkedIn, et il y a beaucoup de recruteurs et de recruteuses en fait sur cette plateforme-là qui cherchent.
nous les premiers, hein, on a un cabinet de recrutement et on cherche des profils sur LinkedIn. Et en fait, dès qu'on voit qu'il y a un profil qui est, enfin moi la première, hein, dès que je vois qu'en fait déjà il n'y a pas la bannière, limite vraiment au pire du pire, il n'y a pas la photo. Bon, alors quand je dis photo, c'est pas forcément une photo, ça peut être aussi un dessin, hein, mais quand c'est grisé juste avec une tête, Oui, l'espèce de petit par défaut, gris, oui, par défaut. voilà, par défaut de LinkedIn, ou qu'il n'y a même pas la bannière, je vais pas forcément plus loin. Donc ça peut être dommage parce que voilà, il y a peut-être ces profils-là, ils font peut-être super bien. Mais voilà, je les passe. Donc moi, je dirais la première chose, voilà, c'est LinkedIn et peut-être une autre petite stat. Il y a à peu près environ 6000 personnes embauchées chaque jour sur LinkedIn. Donc voilà, il y a quand même un terreau à développer sur LinkedIn et avec voilà 41% des recrutements qui se font dans le marché invisible et LinkedIn aussi un marché invisible. Moi, par exemple, après ma thèse, j'ai postulé à des offres où il y avait une offre, mais j'ai été prise à une demande, un besoin d'une entreprise qui est venue me contacter, qui m'a contacté grâce à mon profil LinkedIn. Donc, jackpot, quoi. Et ça, c'est super chouette. Et LinkedIn est vraiment, pour moi, la première chose vraiment à travailler. Et même, pas forcément après la thèse, mais pendant sa thèse, en fait, déjà pour vraiment le nourrir. Et après, dès qu'on est à la fin de la thèse, comme on aura travaillé le réseau de LinkedIn aussi, parce que ça fait aussi partie de LinkedIn, c'est pas juste un beau profil, c'est apprendre à faire du réseau. Et le réseau, ça prend du temps à faire. Donc, plus on s'y prend tôt dans la thèse, plus à la fin, après, on peut activer ce qu'on a commencé à créer pendant la thèse, quoi. Mais évidemment, il est jamais trop tard. Voilà. Même après la thèse, on peut quand même s'y mettre, travailler son réseau, travailler son profil. Donc voilà, c'est la première chose que je dirais. Merveilleux. Je suis totalement d'accord. D'ailleurs, LinkedIn, c'est ça, c'est un outil de visibilité. En tout cas, l'outil de visibilité à privilégier, à mon avis, aujourd'hui, si on est intéressé à plus que juste l'académique. C'est sûr, si pour l'académique, il y a ResearchGate, mais je suis totalement d'accord. Maintenant, si on pense au profil PhD, parce que, tu sais, on dit PhD, ça englobe tellement de gens avec des parcours différents, des sujets de travail, de thèses différents, des types de thèses, des types d'analyses. En tout cas, le PhD, ça n'unifie pas un groupe de personnes avec un profil très précis. Ça unifie un groupe de personnes qui sont passées par une aventure similaire dans la forme et dans la structure, dans la façon de penser, de réfléchir, mais on sort avec des profils très différents et je pense que ça crée une espèce d'invisibilité dans le sens où il n'y a pas, quand quelqu'un qui veut recruter, il peut pas dire OK, PhD, je sais à quoi m'attendre, c'est ça. Non, c'est une espèce de flou parce que c'est très varié. Et j'imagine que ça fait que aussi les gens, quand ils sortent avec leur diplôme, ils ont du mal à dire, regarde, je suis là, je suis intéressant pour ton équipe, j'ai telle et telle compétence. Comment est-ce que, ou en tout cas, dans ce côté-là, d'être capable de lever la main et de se faire voir dans ce concept-là de visibilité, c'est quoi les défis que tu trouves, que vous trouvez le plus chez les jeunes diplômés par rapport à se présenter, se mettre de l'avant et faire valoir leur profil et leur trajet, qui est quand même très unique, celui de chacun? J'ai eu plusieurs trucs qui me sont venus dans la tête. La première chose qui m'est venue, c'est les mots-clés. Parce que comme tu dis, PhD, c'est un mot-clé, mais ça englobe tellement qu'on ne peut pas différencier par rapport à ça. Les mots-clés, moi, par exemple, j'étais toujours microbiologie. C'était mon domaine général. Et à la fois, faut faire quand même attention à pas non plus être trop spécifique dans nos compétences parce que l'entreprise, c'est pas le même monde que l'académique et on n'a pas le même jargon. Donc, si on lève la main et qu'on dit ouais, j'ai fait de la RT-PCR, j'ai fait et tu me dis que des trucs hyper techniques, t'es là. Ok, c'est bien, bah vas-y. Enfin, c'est bien, je t'ai vu, mais voilà, je vois pas en quoi tu peux m'aider. Ça serait pour moi vraiment de comprendre déjà le monde de l'entreprise et nous c'est vraiment ce qu'on invite à faire, c'est de faire un peu une veille, une recherche d'informations sur les entreprises qui peuvent exister et qui peuvent nous intéresser. Avant de se faire voir par une entreprise, il faut d'abord déjà nous cerner quelle entreprise on a envie d'aller.
Donc déjà, ça peut être déjà en premier temps faire un travail sur soi. Et ça, je pense que c'est vraiment une grande lacune en tout cas qu'on observe nous. C'est que ok, j'ai fini la thèse, maintenant je veux du boulot et c'est dans ce truc très spécifique. Mais ça parle pas. Mais déjà, je pense que la personne, il faut déjà qu'elle se projette quelque part. Et c'est comme ça qu'ensuite elle pourra, avec les bons mots, parler à une entreprise, lever la main, se faire voir et potentiellement créer une attirance, une attractivité pour que l'entreprise ait envie d'aller plus loin. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça sur LinkedIn? Chercher à connaître une entreprise ou peut-être quelqu'un dans une entreprise? On peut, ça s'appelle le réseau. On peut faire sur LinkedIn. Après, le réseau, c'est pas forcément que le réseau social, hein. Ça peut être aller à des forums, aller à des événements, ou voilà. En plus, il y a des événements, souvent des forums. Par exemple, je pense à celui où j'ai participé, le forum Biotechno. Il y a des entreprises qui viennent dans ces forums-là, et c'est aussi le moment où on peut en parler, commencer à préparer un peu son pitch, etc. Ça fait partie aussi des outils de communication de préparer un pitch pour une entreprise. Ça se passe aussi, alors tout le travail personnel, ça se passe avec soi, hein, voilà. Et quand on sait, quand on a une idée un peu plus claire de là où on a envie d'aller, bah, on peut regarder directement sur Google l'entreprise, aller regarder s'il y a un organigramme qui est disponible, s'il y a des personnes qui peuvent être intéressantes. Je crois que récemment, j'ai connu, alors je ne sais pas, hein, mais donc je ne pourrais pas trop en parler, mais Glassdoor, où apparemment il y a plein d'informations sur les entreprises aussi, donc on peut aller Selon les voir. salaires. Oui. Voilà, exactement. Donc ça permet de se positionner sur est-ce que ça nous conviendrait, ça ne nous convient pas. Donc il y a plusieurs manières de connaître un peu l'entreprise et surtout comment parler avec l'entreprise pour pas arriver avec des mots hyper techniques et que l'entreprise ne comprenne pas. Ça s'apprend hein, de traduire ses compétences dans un jargon différent que celui de l'académique. C'est un apprentissage, mais déjà rien que voir sur leur site internet et voir comment ils parlent, quels mots ils utilisent. En tant que PhD, faire le parallèle sur qu'est-ce que ça veut dire de nous, quelles compétences ça vient dire, et donc ça veut dire voilà. Ensuite, on coche des cases, bah, ça je coche, ça je coche. Et si je coche pas, bah comment est-ce que je peux apprendre si besoin, quoi. Donc, il faut faire un peu de travail, c'est ça, de prospection. C'est ça, parce que il faut savoir, et ça c'est vraiment un grand message qu'on essaie de vraiment d'apporter au sein des RD2, c'est que c'est important de se mettre à la place de l'autre. Et donc c'est un travail de se différencier de son PhD, se mettre à la place d'un recruteur ou d'une recruteuse, en tout cas d'une entreprise, et de comprendre le besoin qu'a cette entreprise et comment nous, en tant que proposition de valeur, en tant que produit ou service, on peut apporter. Parce que, encore une fois, quand on lève la main, donc déjà, on fait un travail sur soi, on comprend où on veut aller, on dit que ouais, nous, on peut apporter quelque chose, mais il faut que ça parte d'un besoin. Donc, c'est important aussi d'aller rechercher ça. Et dans le réseau, ne pas forcément faire un réseau, et ça peut être peut-être un faux pas involontaire, hein, de dire voilà, je fais du réseau pour ma recherche d'emploi. C'est faire du réseau pour connaître, apprendre à connaître, et il faut savoir que le réseau attire le réseau. Donc potentiellement, si quelqu'un nous parle de son produit, de soi, hein, de ce qu'on pourrait apporter, ou on pose des questions, ah bah après ça peut permettre à la personne de dire ah j'ai eu cette personne, potentiellement c'est pas moi qui pourrais l'aider à répondre à ces questions, mais une autre personne, et voilà. Donc pas forcément arriver en réseau pour dire je veux un boulot, je peux vous aider, et voilà, mais de créer un contexte aussi, c'est un réseau social, donc il y a besoin aussi d'interaction avant des opportunités qui se créent. Mais vraiment, voilà, d'abord comprendre le besoin d'une entreprise, c'est quand même hyper important, et comprendre qu'on est une proposition de valeur, une valeur ajoutée, et ça demande un travail en amont, quoi. Mais oui, oui, oui. Mais ça, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, moi, je pense que, j'allais dire, c'est impossible de réseauter ou de bien réseauter quand notre objectif, c'est d'obtenir un emploi. Je sais que c'est un peu trop noir et blanc, mais un réseau, pour moi, c'est quelque chose qu'on cultive tranquillement. Et dans cet exercice-là, eh bien, on établit des relations authentiques avec des gens autour de nous, au sein d'organisations,
qui ne sont pas transactionnelles. C'est vraiment des relations d'intérêt et de curiosité et d'empathie aussi. Quand on a un objectif et un impératif très fort et très, très actuel, très proche dans le temps d'obtenir quelque chose, mais ça devient des interactions transactionnelles et c'est plus du tout la même dynamique à mon avis. Ouais, ouais, ça se ressent. Et si je peux donner une anecdote qui va peut-être aider aux personnes qui nous écoutent à se lancer ou à continuer à cultiver leur réseau et à y croire, hein, parce qu'on dit les réseaux apportent des opportunités, mais des fois, quand on est en recherche d'emploi, on stresse, on dit mais ça marche pas ce truc, moi j'aimerais bien que ça arrive tout de suite. À savoir que moi, là, le travail que j'ai trouvé avec Laurent, c'est une relation qui existe depuis 7 ans. Et j'ai justement commencé en 2e année de thèse en 2017 ou 2018. Et en fait, j'ai fait les doctorales, une des formations qu'on peut faire quand on est en thèse. Et il y avait Laurent qui intervenait à ce moment-là. Et comme je savais, j'avais déjà en tête que le réseau était important et que j'avais beaucoup aimé son approche. Et puis voilà, je savais que c'était un cabinet de recrutement, donc potentiellement j'allais avoir aussi besoin. Donc il y a une réalité, on a aussi besoin de son réseau. Et quand on contacte quelqu'un, c'est qu'il y a un intérêt aussi derrière. Et donc j'avais contacté Laurent, on avait discuté. Et en fait, tous les 2 ans, je l'ai tenu au courant de mon avenir professionnel, quoi. Donc, à la fin de ma thèse, je lui ai dit, voilà, je célébrais ma thèse, je l'ai célébrée avec lui parce qu'il a fait partie à un moment de ma thèse. Je l'ai tenu au courant quand j'ai trouvé un emploi dans le privé en tant que responsable technique. Je l'ai tenu au courant quand j'ai complètement bifurqué, je suis devenue entrepreneur. Et là, comme je savais qu'au début d'année, j'étais en transition, voilà, je me redis, bah voilà, je suis de nouveau en transition, si on peut discuter. Et comme tu dis, c'est juste une approche humaine. Je voulais juste, comme j'appréciais Laurent, et j'apprécie toujours Laurent, je voulais continuer en fait à nourrir cette relation à travers ce réseau LinkedIn. On s'était déjà, à part une fois au doctorat, on s'était vu, mais après on s'est jamais revu. Mais j'ai continué à cultiver tous les 2 ans à peu près ma relation avec Laurent sur LinkedIn. Et grâce à une nouvelle conversation, bah il m'a dit bah voilà, j'ai ce besoin, on a parlé et j'ai été embauchée 1 mois après. Voilà, je n'aurais jamais pensé à ça, mais 7 ans plus tard, mon réseau m'a servi à trouver mon emploi aujourd'hui. Mais c'est parfait, c'est un case study parfait pour pour les faits, pour ce qu'on disait. Je pense pas que si tu ne le connaissais pas du tout et que là tout à coup tu le découvrais et que tu l'abordais et tu disais j'ai besoin d'un emploi, que ça aurait marché comme ça a marché. L'importance de commencer tôt est dans le fait que il faut enlever l'urgence de l'équation pour être sûr que, un, les relations et les échanges soient authentiques, et deux, que ce qui vient soit vrai, ne soit pas du tout forcé ni artificiel, parce que après ça donne des mauvais choix, des mauvais matchs, potentiellement, bien sûr. Encore une fois, je parle un peu en absolu parce qu'on est en conversation, mais j'adore ton exemple, ton anecdote est parfaite. Je peux juste mettre un petit mot, David, sur parce que peut-être je me projette justement quand on dit se mettre à la place de l'autre, je me projette à des personnes peut-être qui vont écouter ce podcast, qui sont en recherche d'emploi et qui stressent en disant ouais, faut pas faire du réseau parce qu'il y a un objectif derrière de recherche d'emploi, mais en même temps je suis dans ce cas-là et comment je fais? J'ai envie de rassurer, en fait j'ai envie à la fois de rassurer et de dire il y a des manières de passer outre ce stress justement et à sortir de cette bulle de stress. Il y a des options dont justement je pense que c'est important à prendre en compte pour justement, là on parle de l'attractivité, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit. Avoir un état d'esprit sur le long terme qui favorise notre empuissancement, même en recherche d'emploi où on peut être en stress parce que le temps il défile, l'argent il coule pas à flot, on a envie de trouver très rapidement. Je comprends cette sensation-là et à la fois justement, c'est important d'avoir des pratiques où on cultive un état d'esprit qui va nous permettre de, malgré les difficultés, quand même continuer à avancer avec une certaine motivation. Et ça va se ressentir dans notre posture, dans notre manière de communiquer, dans notre pitch, enfin, donc, communiquer, voilà, d'avoir une manière de communiquer qui va quand même attirer, même si au fond de nous, on est en stress. Oui, 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 oui. Mais le stress, il est sous contrôle. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est normal d'être stressé.
et à la fois, ce serait pas normal de rester dans un état de stress et de pas essayer de trouver des options pour essayer de le réguler et réguler ses émotions et comme ça, c'est comme parce que sinon on n'est pas attractif. Hein. Dès qu'on est un peu en stress, on a un stress vraiment qui nous bloque et qui nous fait nous plaindre, ça nous rend pas du tout attractif. Donc nous, même si on le dit pas, dans notre aura, ça se ressentir. Alors voilà, faire des pratiques qui va nous permettre de cultiver un état d'esprit est aussi très important. Mais j'ai très envie de te demander tout de suite un exemple de pratique, mais je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Donc moi, comment j'interprète ça, et tu as totalement raison. C'est vrai qu'après ce que je venais de dire, ça a donné un peu l'impression peut-être à ceux qui nous écoutent que bon, mais là, j'ai pas fait de réseautage et là, j'ai besoin d'un job. Donc là, maintenant, je suis bloqué parce que c'est pas le moment de réseauter. C'est sûr, c'est vrai que c'est pas ça le message. Mais est-ce que tu dirais alors que quand on n'a vraiment pas eu le temps ou on n'a pas été éveillé au besoin de commencer à travailler son réseau avant d'avoir son diplôme et que ça y est, on a notre diplôme et là, on a cette urgence de tout de suite trouver quelque chose pour que l'argent rentre et qu'on puisse vivre et payer nos comptes. Est-ce que tu serais d'accord de dire que il faudrait oui, il faut avoir des conversations. Oui, il faut trouver des gens qui peut-être vont avoir quelque chose à nous offrir, qui vont peut-être être nos employeurs ou qui peut-être vont nous mettre en contact avec quelqu'un, mais de se dire qu'à chaque fois, puis c'est la question du mindset dont tu parlais, d'essayer de se détacher du résultat de cette conversation. Je trouve ça très intéressant, ce que tu abordes là. La prise de recul, elle est importante, justement, déjà pour se préserver. Se préserver, ça dépend pas de nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut répondre à un besoin et en fait, si l'entreprise n'a pas forcément besoin ou vous pouvez pas forcément répondre aux besoins, vous pouvez avoir le meilleur profil au monde, ça ne remet pas en fait votre valeur en question. C'est juste peut-être que vous passez à côté du besoin, mais ça veut pas dire que votre profil est nul, ou peut-être qu'il y a quelque chose à travailler et vous pouvez demander aussi un feedback à la personne. Peut-être je me suis mal exprimée, vous avez pas, j'ai besoin peut-être de reformuler quelque chose, ou c'est quoi vraiment vos attentes, votre besoin. On peut voilà, on est des êtres humains, on peut. Ça me fait penser à ce que je dis, c'est 100%, ce que l'autre comprend, c'est 50%, ce que l'interprète, c'est 10%. Enfin, donc en fait, c'est normal des fois de pas se comprendre, de passer à côté, mais c'est important d'avoir aussi des feedbacks, donc vous pouvez aussi en demander. Et dans tous les cas, ça ne remet pas en question votre valeur et votre doctorat. Il y a deux options. Soit vous vous remettez en question et c'est légitime, c'est même sain de se remettre en question, mais en ayant des feedbacks, pas tout seul, en train de ruminer tout seul, en disant qu'on est nul. Ça, c'est aussi une question de mindset. Ou alors, c'est juste que vous n'avez pas répondu aux besoins et malgré une proposition de valeur qui est intéressante, si c'est en décalage avec le besoin, bah, c'est sûr que ça marche pas. D'où l'importance aussi d'abord aussi de comprendre ce que c'est le besoin pour pas donner son énergie. En fait, ça marche jamais, quoi, parce qu'on n'a pas compris de quoi avait besoin l'entreprise. Non, je suis totalement d'accord. Après, maintenant, tu as parlé d'urgence et ça découle de ce que tu viens de dire. Et l'urgence, elle est là. Tu sais, les gens doivent, des fois, peut-être ont déjà des familles. Tu sais, il faut travailler puis avoir un salaire pour vivre dans la société où on est aujourd'hui. Mais dans le cas particulier du PhD qui s'en va dans l'industrie, dans le privé, etc., il y a quand même ces premières conversations qui vont arriver, entrevues d'emploi, etc. C'est comme un bac à sable d'apprentissage parce que c'est là qu'ils vont un peu comprendre d'abord où sont leurs défaillances en termes de communication et de se présenter, d'être attractif, d'être visible, etc. Et là où je m'en vais, c'est est-ce qu'on a le droit de se donner, de se dire, et quand c'est possible, parce que des fois aussi, la vie fait que c'est vraiment urgent, et là, il faut même peut-être trouver un job alimentaire pendant que l'autre job n'arrive pas. Mais est-ce que pour toi, c'est sain de se dire, OK, après mon diplôme, je vais aller sur une planète différente. Donc, j'ai le droit de me dire que je vais prendre 3 mois, 4 mois, en tout cas, ce qu'on peut pour me former, pour me préparer et de ne pas sentir l'urgence pendant ces 3 mois-là parce que il faut que j'apprenne une nouvelle langue, dans le fond. Est-ce que c'est sain?
Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu? Est-ce que tu as des exemples et une réflexion sur ça? Merci d'aborder ça parce que, comme tu dis déjà, si vraiment vous êtes en galère, vous mettez pas en danger et essayez de trouver peut-être un travail à côté. En attendant, sachant que vraiment votre doctorat, c'est un socle, que vous emmenez toujours avec vous. Donc dans tous les cas, même si vous retrouvez un job alimentaire que oui, ça mentalement, ça peut faire quelque chose, hein, de dire: «Ah, j'ai plutôt un doctorat pour un job qui n'est pas à la hauteur de ce que j'ai réalisé comme étude, et comme expérience». Se dire que ça, voilà, c'est passager, il y a rien qui est permanent. Si déjà vous pouvez vous sentir déjà rassuré et ensuite, vous sentir, voilà, moins dans l'urgence quand vous vous préparez à trouver le job cette fois-ci qui vous correspond vraiment. Ça fait vraiment écho avec l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, on est très, très instable, et je sais le nombre de fois où j'ai vu des personnes qui, mettaient tellement une pression, et moi la première, hein, quand j'étais entrepreneur, je mettais tellement une pression à mon entreprise que quand ça marchait pas, mais c'était, catastrophique, et je m'en mettais en question énormément et ça avançait pas. Alors qu'il y a d'autres personnes, je connais beaucoup d'exemples qui ont pris quand même un job alimentaire à côté et comme ça les rassurait, ils avaient quand même, une marge, voilà, où ils pouvaient se sentir en sécurité. Heu, En fait, leur entreprise a décollé parce qu'il y avait moins de pression, sur leur entreprise. Et le doctorat, au final, c'est pareil. Si vraiment vous êtes dans la galère, trouvez un job à côté. Vous savez que c'est pas, définitif, mais comme ça, vous êtes beaucoup plus libre d'esprit pour être à fond dans votre recherche d'emploi. Hem, Si on a le temps, moi, j'encourage énormément l'accompagnement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en a créé un avec RD2 Booster qui dure 1 mois. En plus, on a fait vraiment exprès sans, parce qu'on sait qu'il y a cette réalité-là. Mais si on a entre 1 mois et 3 mois, moi, je trouve ça toujours intéressant de prendre une pause. Parce que quand on court, on voit pas, sur le côté, ce qui peut être des opportunités. On dit: «Non, non, non, faut vite que je fonce», alors qu'en fait, juste des fois un petit virage fait qu'on trouve sa voie mais ça demande de se poser et pour moi, si on prend un temps, c'est vraiment bénéfique et même je le conseillerais parce qu'on est quand même dans une société où on a l'habitude de toujours faire quelque chose et quand on fait rien, on fait: «Ah, tranquille, tu fais rien, tu te la coules douce», mais non, je me repose, j'intègre des choses, j'intègre des expériences. Peut-être que, moi, je sais quand je médite, donc quand on se prend un temps de calme, j'ai des tilts dans ma tête en me disant: «Ah, le fait de me poser, je comprends des choses que quand je suis à fond, j'ai pas le temps, en fait, de réfléchir et de voir ce qui m'arrive». Donc, si je peux également donner un exemple qui illustre comme ça me permet de comprendre ce que je veux dire. Moi, j'étais justement dans ce stress-là entre la fin de mon entrepreneuriat et le fait que comme je ne me sentais pas financièrement, j'avais besoin d'un job salarié. J'avais pas encore renoué avec Laurent, et cetera. Donc, j'étais dans ce stress-là. Et en fait, je me suis rendu compte, parce qu'après, ça fait 2 ans aussi que je me coach et je me suis fait coacher, je m'auto-coach, donc j'ai aussi la pratique, hein. Mais au bout de 2 semaines, j'ai dit: «Attends, ça va plus là». Il y a un truc où j'ai l'impression, on ressent dans son corps que je veux aller vite, j'accélère, faut absolument que je trouve un boulot, je vais postuler. J'ai postulé à une multitude de candidatures, spontanées ou non. Et en fait, il y a rien qui venait. J'avais pas de réponse ou alors il y avait des réponses négatives et cetera. Ça commençait vraiment à m'impacter et je me suis dit: «Attends, pause, on va se poser là». Et je me suis auto-coachée avec mes propres questions, que j'ai fait pendant 2 ans à mes coachés et je me suis dit: «Waouh, ça fait du bien». Ça fait du bien déjà de reposer les choses, mes valeurs, comment j'ai évolué en 2 ans, quels sont mes objectifs, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'aime moins. Voilà, j'ai refait, un peu toutes ces questions, ce qui a fait que je me suis, retrouvée avec une nouvelle vision, une nouvelle, projection dans l'avenir. Je savais quelle était ma solidité, ma sécurité, mon socle que je pouvais avoir avec moi, mes ressources extérieures, intérieures et en fait, je te promets, David, 5 jours après avoir fait ça, Laurent me propose, je rencontre avec lui 2 jours, il me dit: «Ouais, bah, je peux après-demain, si tu veux, on s'appelle». OK, on s'appelle, bam, bam, j'avais trouvé mon boulot. Et J'étais voilà. là.
il fallait que je me pose, quoi. Enfin, c'était important pour que, comme ça, quand j'ai parlé à Laurent, j'avais une autre posture. J'étais plus dans le stress. Oh, il me faut absolument, même si on le dit pas comme ça, mais on ressent qu'on est stressé. Ah oui. Alors que là, j'étais beaucoup plus posée avec Laurent quand je lui ai parlé, et j'ai pas fait que Laurent comme un appel réseau, hein. Pour tout avouer, j'avais 2 opportunités à ce moment-là, mais qui se sont ouvertes juste après m'être posée, avoir une nouvelle vision, m'être posée. Voilà, j'étais beaucoup plus en sécurité à l'intérieur de moi, et en fait, ça a attiré à moi des opportunités. J'en avais 2, j'ai dû choisir entre les 2. J'ai choisi Laurent. Voilà. Mais avant, pendant 1 mois, pendant 2 semaines, 1 mois, j'avais galéré, j'étais stressée, j'avais postulé à une dizaine, une vingtaine d'entreprises, ça a jamais marché. Et là, je me pose, j'écris 2 messages, les 2, ils voulaient avoir un entretien, j'ai fait un entretien et voilà. Alors, laisse-moi essayer de résumer comment j'interprète cette histoire, qui est d'ailleurs merveilleuse. Tu sais, c'est comme un exemple parfait de avant, après, quoi ne pas faire et quoi faire. Je vais essayer de résumer ça rapidement, puis tu me diras si tu es d'accord. Tu étais en train de courir. Quand on court, on a un short léger, un t-shirt léger, des baskets, et c'est ça, et on court. On court, on a un objectif, pas de bagages, pas d'informations, les muscles en activité très forte, et le cerveau un peu à off. Ce que je veux dire avec ça, c'est ça prend pas beaucoup de préparation, et on n'a pas beaucoup de ressources avec nous quand on fait des sprints sur nous. Je suis en train de rester dans la métaphore du sprinter. Et quand, imagine la situation, la personne prend un job alimentaire, et après, dans son temps off, parce que le job alimentaire, en principe, lui laisse l'espace mental pour réfléchir et pour penser à des stratégies, dans le temps off, tu as eu le temps, et tu l'as dit, de regarder en arrière, de faire un bilan et une espèce d'itémisation de qu'est-ce que tu avais accompli, et donc qui tu étais après l'expérience qui venait de se terminer, comment ça t'avait transformé, qu'est-ce que ça ajoutait à ton arsenal de jeunes professionnels. Et donc ça te donne la chance de 2 choses: regarder vers l'arrière, faire cette introspection et ce bilan de ce qui vient de se passer. Et ça t'a permis après aussi de regarder vers l'avant et de dire, basé sur ça, où est-ce que j'aimerais aller après? Et quand tu es à la course, tu n'as pas le temps de faire ça, tu n'as pas l'espace mental de faire ça, et tu es juste en mode, je n'ai pas ce dont j'ai besoin, il faut que je le trouve à tout prix. Et donc, je suis dans une espèce de vision de tunnel de cet objectif qui souvent, et c'est juste une lumière au fond d'un tunnel, mais le plus tu cours, le plus la lumière, elle est loin. Donc, moi, je trouve que ça vient encore confirmer ce que tu as raconté, les bienfaits de prendre du temps, que ce soit full, juste avoir du temps sans obligation, il y a des gens qui peuvent, ou en tout cas, ne pas sauter sur un job directement qui est mal adapté, trouver un job qu'on sait qui est temporaire, mais après utiliser cet espace mental pour stratégiser et pour aussi se re-raconter son histoire et être prêt à la raconter à quelqu'un d'autre. Exactement. C'est l'important déjà, tu as super bien résumé, c'est ça. Et après, c'est ça l'importance ensuite de retransmettre. Tu peux pas avoir parlé à quelqu'un, faire un pitch présentation de qui tu es, ce que tu veux, si déjà toi-même tu sais pas qui tu es, ce que tu veux, ce que tu vaux. C'est compliqué, voilà, d'être pris dans une entreprise si déjà soi-même on ne sait pas se vendre, parce qu'on ne sait même pas tout le potentiel qu'on a. Et juste une petite anecdote sur j'ai créé un challenge. Je l'ai fait quand, ce challenge? Bon, il y a pas longtemps, il y a 2 semaines, je crois. C'était pour accompagner les personnes sur 3 jours à construire un pitch accrocheur. Et en fait, la première étape, donc c'était en 3 jours. La première étape, j'ai proposé de revoir son parcours, mais pas que thèse. Tout son parcours jusqu'à l'adolescence, l'enfance, ce qu'on aime, parce qu'en fait, on n'est pas que la thèse. Et c'est important aussi comme message à faire passer au PhD, c'est de dire vous n'êtes pas que un PhD. Vous êtes une personne humaine qui a aimé des choses, qui a moins aimé des choses, qui a rencontré des enseignants, des enseignantes, qui a rencontré des personnes qui vous ont inspiré, qui a vécu des expériences. Et en fait, il y a un besoin de déposer tout ça et de se rendre compte en fait que potentiellement il y a un fil, et c'est sûr qu'il y a un fil conducteur dans notre parcours. Ce fil, il n'est pas forcément linéaire, hein.
Voilà, il faut faire comme ça. Mais il y a quelque chose, en fait. C'est pas pour rien qu'on en est là. Et c'est pas parce qu'on a fait une thèse que d'un seul coup, bah, c'est bon, on a fait que la thèse, on est un docteur et c'est tout. On est bien plus que ça. Et ça, c'est hyper important. Et dans le challenge, j'ai eu pas mal de retours, justement, de personnes qui ont dit, oh, qu'est-ce que ça fait du bien de voir tout le trajet, en fait, qu'on a fait et de dire, mais déjà, on est badass. Déjà, franchement, on peut être fier de soi. Et en fait, déjà, dès qu'on reprend un peu une estime de soi en disant, ouais, j'ai fait tout ça, purée, c'est pas rien, hop, la posture, elle change, le comportement, elle change, la voix, elle change, et déjà, on est fier de soi, donc forcément, on le transmet à l'autre. Qu'on est fier de soi, qu'on a une confiance en soi, qu'on a une estime de soi. En fait, la confiance et l'estime, c'est pas forcément pareil, mais déjà qu'on a une estime de soi. La deuxième journée, c'était vraiment, cette fois-ci, maintenant, tu sais ce que tu vaux, qui tu es, où est-ce que tu veux te projeter par rapport à ce fil conducteur peut-être que tu as perçu. Où est-ce que tu veux te projeter? Donc, on a travaillé un peu les aspirations dans le deuxième jour du challenge. Et le troisième jour, bah, c'était un peu la construction du pitch. Et c'est comme ça qu'on construit un pitch. C'est d'abord, justement, on parle de soi, du fait qu'on en est là aujourd'hui, qui fait qu'on a envie de ça plus tard. Et comme si avant, on s'est renseigné sur le besoin d'entreprise, sur l'entreprise, qu'est-ce qu'il fait, et ben là, on peut dire, voilà ma plus-value par rapport à ça. Et votre entreprise est parfaite pour moi et pour vous. Voilà, c'est vraiment un échange parce que voilà, il y a toute une histoire qui fait que Ben oui, ben oui, d'en être là. j'adore ça. C'est vraiment, c'est ça s'aligne beaucoup avec des réflexions que j'ai dernièrement, et je trouve que ça a beaucoup de sens. Et est-ce que, comme tranquillement, sans vouloir, on est arrivé à l'attractivité avec cet exercice-là, ce que tu viens de décrire, ou est-ce qu'il y a, ou est-ce qu'on, en tout cas, parce que j'essaie de voir s'il y a des choses qu'on a manqué. On arrive un peu vers la fin de l'entrevue. Moi, il y a une chose que j'aimerais te demander, mais est-ce que être, fait ce travail et donc avoir la confiance en soi, ça fait partie de l'attractivité, selon tes concepts? Moi, oui. Moi, clairement, oui. Je peux pas dire mieux. En fait, l'attractivité, pour moi, c'est, alors, il y a deux choses. Il y a permettre à la personne en face de toi, donc notamment là, on parle de l'entreprise, d'avoir un lien avec toi. De dire, ah, je me reconnais dans son histoire, ou je me reconnais, parce que il faut savoir que quand on se met dans la place de l'autre, de l'entreprise, sachant que maintenant, moi, j'ai fait les deux, entrepreneuriat et privé. Et en fait, la personne qui a monté son entreprise, qu'elle soit grosse, petite, moyenne, il y a eu quand même un départ. Ça reste une personne humaine qui avait des envies, qui avait des aspirations. Et votre histoire, quand on raconte son histoire, ça permet de faire le lien, de créer un lien avec son interlocuteur ou interlocutrice. On peut se projeter dans l'histoire. Donc moi, je préconise, même dans la bio LinkedIn, présentez-vous pas juste je suis docteur et je fais ça. C'est qui vous êtes. Qui vous êtes au fond, comme ça peut faire le lien avec l'interlocuteur en face. Et inversement, quand on va se renseigner chez l'autre, chez l'entreprise, qu'on a compris le concept, qu'on a compris leurs besoins, et ben en fait, on peut montrer qu'on a trouvé le lien qui nous unit, et ça crée, ça montre déjà à l'autre qu'on est impliqué, qu'on s'est intéressé, etc. Et ça aussi crée un lien dans l'autre sens, quoi. Je sais pas si c'est très clair, mais l'attractivité, pour moi, c'est vraiment le lien qu'on crée avec qui on décide. Hein. Oui, parce que c'est ça. Moi, je pense que le contrepoint que ça fait, l'attractivité, c'est pas, au contraire de ce qu'on nous fait apprendre quand on est dans le milieu académique, c'est pas ta liste de publications et de techniques que tu fais, etc. C'est un rapport humain avec la personne qui est devant toi. Bien sûr, les employeurs cherchent bien sûr des compétences techniques et scientifiques, mais quand ils entrevuent, moi, l'impression que j'ai et de ce que tu viens de dire, c'est que ils cherchent à comprendre c'est qui l'être humain devant moi et est-ce qu'il va bien s'intégrer dans mon équipe que je connais déjà et qui ont des caractéristiques particulières. Et en tout cas, c'est super, super intéressant. En tout cas, je suis super content de cette conversation parce que tu es en train de renforcer des choses auxquelles je crois profondément. Et en tout cas, ça me fait du bien, ça me fait sourire. Ah ouais, c'est cool. Mais il y a une vraie réalité dans ce que tu dis. Hein. Les entreprises cherchent, bien sûr, des compétences techniques, mais au-delà, ils recherchent une personnalité. Oui, c'est ça.
C'est ça. Alors là, on est vraiment, on arrive vers la fin et tantôt, au début de notre conversation, tu as parlé de mindset et de adopter un différent mindset ou en tout cas changer son mindset pour comme exercice pour se mettre en mode exploratoire et c'est ça, de découverte de où est-ce que j'aimerais me projeter professionnellement et d'essayer de trouver où est ce match-là et comment est-ce que je peux essayer d'accéder à cet emploi-là. À notre première entrevue, tu avais déjà partagé un exercice. Est-ce qu'il y en a, et peut-être la réponse va être non, mais est-ce qu'il y a un exercice ou peut-être une stratégie que tu peux partager par rapport au mindset? Parce que c'est un mot quand même qui peut être perçu comme étant un peu vague, ou bien un exercice, ou bien juste en parler un petit peu plus pour concrétiser comment tu aides des gens avec ce changement de mindset. Il y a un exemple, je crois que je l'avais déjà proposé, en tout cas parlé dans le premier épisode qu'on a fait ensemble. Moi, c'est mon outil phare que j'adore, c'est la visualisation. La visualisation, on l'utilise aussi chez les coachs sportifs quand ils accompagnent leur poulain à visualiser la victoire pour justement se préparer et ensuite il y a une meilleure performance. Bah là, c'est la même chose. Hein. On se projette on visualise un avenir qui nous ressemble, qu'on a envie, on voit les éléments qui nous viennent parce que vraiment l'avantage de la visualisation, c'est qu'on se met en mode un peu hypnose, donc forcément guidé, hein, mais on se met en mode hypnose, donc hypnose, c'est pareil, c'est un grand mot, mais juste à un moment, on décroche le cerveau. Le cerveau est toujours là, voilà, il y a plein de pensées qui arrivent, mais justement, d'un seul coup, on les laisse passer, quoi. On ne peut pas les contrôler. On est en mode un peu, je vois ce qui se passe, je suis observatrice de ce qui se passe, et c'est tout. Et en fait, souvent, et ça, à chaque fois, les retours sont assez flagrants sur waouh, je pensais pas que c'est ça qui allait ressortir. Parce que dans mon cerveau, il était très cartésien, il est très rationnel, il veut avancer stratégiquement. Donc c'est super. Heureusement qu'on a ça, sinon on n'avancerait pas beaucoup dans nos projets. Mais à côté, c'est hyper intéressant de se poser pour laisser venir notre intuition en fait et voir ce qui est vraiment important pour nous. Et donc, il faut l'expérimenter pour comprendre en fait que ça, c'est vraiment un atout. Et ça, je l'utilise beaucoup dans le mindset, c'est-à-dire dans l'état d'esprit. C'est pour, en fait, nos pensées vont vraiment décrire notre réalité. Si on pense toujours quelque chose, on va pas y arriver, on va pas y arriver, ou alors je suis malade, à un moment, ton corps il va capter cette information comme une réalité et tu vas être malade ou tu vas vraiment galérer. Tu vas en tout cas dans ton champ d'observation, tu vas voir que les choses qui vont confirmer ta pensée. Alors si tu mets ta pensée dans une option, je vais y arriver, je vais trouver des opportunités, je ne suis pas malade par exemple, bah potentiellement ton cerveau va comprendre que c'est une réalité. Et tu vas trouver des opportunités qui vont approuver ta pensée qui est cette fois-ci plus optimiste. Donc c'est de l'état d'esprit. Hein. C'est vraiment des pensées qui dirigent nos actions, notre motivation, etc. Ce serait quoi j'ai envie de dire un mantra comme de base utile pour quelqu'un qui pense, tu sais, qui a fait 2-3 entrevues, ça n'a pas marché, et qui peut-être est en train de commencer à se dire ça va pas marcher, je suis pas assez bon. Ce serait quoi une phrase à se répéter pour un peu s'auto-hypnotiser, comme tu l'as mentionné là? Moi, je sais que j'aime bien une phrase, j'aime beaucoup cette phrase, mais ça marche pour toute notre vie. C'est « je fais de mon mieux avec les ressources que j'ai aujourd'hui ». C'est-à-dire que ouais, bah des fois il y a des entretiens qui marchent pas. Déjà ne pas se remettre. C'est pour ça que moi j'aime bien se poser en méditation, en respiration, en ce qu'on veut, ce qui nous fait du bien, pour en fait prendre du recul sur ce qui s'est passé. Et on parlait tout à l'heure on met pas notre valeur n'est pas mise en compte quand on se pose, on revient un peu au centre et dire voilà, quand ça a été dit une journée difficile, ça peut être voilà, cette phrase, moi j'aime beaucoup me la répéter. Je fais de mon mieux avec les ressources que j'ai parce que des fois les ressources c'est intérieur, des fois
j'ai beaucoup d'émotions et ça me permet pas de réfléchir efficacement et c'est normal que je rentre dans un cercle vicieux dans ma tête. Ou ça peut être à l'extérieur aussi. Il y a des personnes qui m'ont pas forcément aidé à me sentir bien dans un entretien, donc c'est pas forcément ma faute. Et j'essaie de prendre du recul en disant j'ai fait de mon mieux avec les ressources que j'avais aujourd'hui. Et avec le contrôle. Et demain, ça peut être d'autres ressources auxquelles j'aurai accès et ça sera peut-être mieux, quoi. Mais oui. Mais Julie, on arrive vraiment à la fin. Avant de te demander, j'ai l'impression que tu as peut-être une dernière chose à partager, mais de te demander, pour ceux qui nous écoutent, comment te rejoindre toi, c'est quoi la meilleure façon, mais aussi RD2 Conseil, comment trouver le service, comprendre c'est quoi que vous offrez. Alors moi, je suis très active sur LinkedIn, comme je l'ai dit, donc Julie Lopez. Il y en a beaucoup, mais c'est Julie Lopez PhD. Voilà, avec, je crois que j'ai mis une petite loupe, enfin j'ai des petits emojis à côté. Et ensuite RD2 Conseil à la page qui défile aussi, donc c'est RD2-conseil. RD2 pour recherche et développement. Sur LinkedIn, ok. Sur Sinon, LinkedIn. le site web, c'est sans tirer, je pense. Voilà, le site web, c'est sans tirer. C'est rd2conseil.com, c'est ce que j'ai noté. C'est ça, exactement. C'est ça. Et en fait, donc nous, donc on a 2 pôles chez RD2 Conseil. Il y a le pôle recrutement. Donc c'est des personnes qui justement vont aller en j'aime pas dire la chasse, donc en veille de profils PhD potentiellement intéressants pour des entreprises clientes qu'on a. Et voilà, il y a tout le processus qui se fait grâce à ce pôle-là. Vous pouvez également faire des candidatures spontanées ou alors postuler à des candidatures qu'on poste sur notre site web. On poste régulièrement, on met à jour des besoins d'entreprise et vous pouvez candidater. Sinon, en candidature spontanée. Et d'un côté, le pôle accompagnement, justement, où moi je suis la référente de ce pôle-là, où en fait en un mois, on va justement vous outiller à être attractif et visible pour les recruteurs et potentiellement en un mois que vous ayez un travail, c'est notre objectif, quoi. On peut pas le promettre parce que ça dépend pas de nous, mais en tout cas nous on outille au maximum avec nos 2 expertises, l'expertise du recrutement parce qu'on est tous les jours à converser avec des entreprises, on comprend leurs besoins, on comprend ce qu'ils ne comprennent pas chez les docteurs et on est là justement pour faire le lien. Donc on a cette expertise-là et on donne énormément de conseils sur justement le CV, la lettre de motivation, comment construire un pitch, comment construire son réseau, de quelle manière, comment traduire les compétences type académique vers type entreprise pour que ça soit vraiment bien compris. Et il y a le côté, moi, mon expertise accompagnement, comme j'ai fait 2 ans et demi d'accompagnement des docteurs et doctorants, et notamment dans le mindset, l'état d'esprit, la confiance en soi, l'estime de soi, la posture aussi qu'on doit prendre en entretien. Et là, il y a vraiment tout cet aspect-là aussi qui est rajouté dans l'accompagnement. Et sur un mois, en gros, la première partie, c'est le bilan. Le bilan qu'on a parlé qui est très, très, très important pour comprendre qui on est, ce qu'on vaut. La deuxième étape, c'est vraiment on se projette, vision, mais pas la vision au titre personnel, c'est vraiment aussi, on inclut l'entreprise dedans et on vient nous rajouter des éléments sur qu'est-ce que c'est le besoin d'une entreprise et comment, grâce à sa vision, on peut y correspondre. Et en gros, c'est comme 2 cercles, soit l'entreprise et comment on arrive à faire le lien entre les deux. Troisième étape, c'est vraiment la stratégie. Là, on y va dans le dur, stratégie, LinkedIn, réseau, l'aide de motivation, etc. Et ensuite, dernière étape, là, c'est vraiment l'entraînement. Entraînement au pitch, entraînement aux simulations d'entretien pour être à l'aise. Et là, il y a aussi l'état d'esprit qui rentre en compte dans toutes les parties, en fait. Et comme ça, c'est vraiment très complet en un mois. Il y a du travail individuel, il y a du session de coaching collectif pendant tout ce mois qui est très complet. Et à la fin, il y a une petite remise de certificat de participation que j'ai rajouté pour rendre un peu fun aussi l'accompagnement, quoi. C'est sûr. Merveilleux. Mais ça a l'air d'un super, super beau système. En tout cas, je trouve ça bien qu'il y ait de plus en plus de cette offre d'accompagnement à toute cette communauté-là qui en a tellement besoin. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais vraiment 1 minute avant qu'on remercie ceux qui étaient avec nous ici sur le direct.
Ouais, bah alors juste pour info, malheureusement, il n'est pas encore, ou malheureusement, je sais pas, mais le programme n'est pas encore sur le site web, par contre. Donc, faut faire attention. Si vous le voyez pas, c'est normal. Ça veut pas dire qu'il n'existe pas. Pour les personnes qui regardent et qui écoutent, faut venir me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées sur mon LinkedIn. Vous pouvez même le regarder sur mon LinkedIn parce que j'ai mis le petit lien sur mon prénom qui renvoie vers ça. Donc voilà, vous pouvez quand même le retrouver. Alors la dernière phrase que je vais dire, c'est le mantra de Laurent justement, qui est le fondateur, qui m'a dit de partager pendant le podcast et j'en ai reparlé, mais au moins on va dire c'est le mantra de fin. C'est n'oubliez pas, alors peut-être n'oubliez pas, je l'enlève parce que c'est un peu négatif, donc j'aime pas les tendances négatives, mais mettez-vous à la place de l'autre. Comprenez le besoin, parce que s'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de recrutement. Et n'oubliez pas que vous êtes la proposition de valeur. Merveilleux. Quelle belle façon de terminer ça. J'aime beaucoup. Moi, dans ma vie, c'est quelque chose que j'essaie de faire souvent, me mettre dans les souliers de l'autre, comme on dit ici. Et dans cet exercice-là, c'est très important. On n'est pas juste à la recherche de quelque chose pour nous. Il faut qu'on trouve pourquoi l'autre a besoin de nous et de comprendre, est-ce que nous, on est un bon match pour ce besoin-là? Et si oui, de savoir comment démontrer que c'est le cas. Mais c'est un très, très beau message. Ça montre que c'est donnant-donnant d'une certaine façon. Oui, je trouve que ça clôt très bien cette conversation. Julie, merci énormément d'être revenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD. J'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à écouter tout ce que tu avais à partager aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup aussi pour cet échange. J'ai beaucoup aussi apprécié. Le temps, il passe vite. Très, très vite. On parle de tout ça et voilà, t'accompagnes toujours aussi bien. Donc, merci encore. Ça fait plaisir. Pour cette et moi, opportunité. C'est vraiment un plaisir et j'ai surtout apprécié le fait que, en plus, toi, personnellement, tu incarnes ce que tu proposes comme valeur en termes de coaching, d'accompagnement, parce que tu as vécu toutes ces choses-là et donc, ça a été vraiment bon pour le podcast parce que tu as pu raconter exactement des histoires de toi qui illustraient les points dont on parlait, mais je suis sûr que ça a de l'influence aussi sur ce que tu peux offrir aux personnes que tu accompagnes, donc merveilleux. Donc encore une fois, merci et bonne continuation et bon succès pour tous tes projets. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD, cette semaine avec Julie Lopez. On est en plein dans la saison de nomination pour les People's Choice Podcast Awards, donc si tu veux montrer ton support au balado et au passage me faire le meilleur cadeau possible comme podcasteur en fin de 5e année du balado, tu peux aller sur papaphd.com/nomination et y mettre ton vote pour Beyond the Thesis with Papa PhD dans la catégorie éducation et dans la catégorie People's Choice. Merci et au prochain épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD.